Dans ces villes-là, il y a un contexte. Il y a un contexte, il y a une poussée démographique qui est très très forte. On estime qu'entre 6 et 8 millions de nouveaux citadins arriveront en ville, soit par accroissement naturel, soit par émigration interne des zones rurales aux zones citadines. Donc ça pose quand même un certain nombre de contraintes. Quelles sont-elles, ces contraintes? Ça pose un niveau de besoin de services de qualité, parce qu'on vient à la ville pour travailler, mais on vient à la ville aussi pour bénéficier d'infrastructures. Et il est hors de question, évidemment, d'avoir des infrastructures en qualité inférieure à celles dont bénéficient les primo-arrivants. On va les appeler comme ça, ou en tout cas, les citadins qui sont déjà établis en ville. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que l'État, comme les édiles, comme les élus locaux, sont obligés de faire face à cet afflux de population permanent. C'est une grosse pression en termes d'infrastructures. Donc il y a du rattrapage, il y a de la mise à niveau, de la modernisation, parce que en même temps, les citadins, ceux qui sont installés dans les villes, demandent des services de qualité de plus en plus importante. Et il y a aussi une nécessité, non pas de rester bloqué dans une posture de réaction, mais aussi de développer une vision, d'être dans la proactivité, ce qui se fait de plus en plus dans les villes. Il y a aussi un autre élément. Il y a le développement de 2 ou 3 grandes métropoles qui sont énormes. C'est la conurbation Knetra, Rabat, Casablanca, ce qui pose de plus en plus la problématique de mise en commun des infrastructures qui coûtent extrêmement cher, Tétouan, Tanger, Fès, Meknès. Il y a aussi un autre élément où le Maroc est très avancé, c'est la régionalisation. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une vision à la fois politique, mais aussi économique du développement du territoire par les régions, et donc se pose la question du développement des villes moyennes et du développement, évidemment, de leur hinterland, de leur arrière-pays, pour aller de l'avant dans ce développement qui sera régional ou qui ne sera pas. Et je donne tout de suite la parole à M. Simon Gray, qui va nous mettre qui va faire une mise en perspective plus globale pour nous parler de ces enjeux-là du point de vue de la Banque mondiale. À vous la parole. Merci bien. Messieurs les présidents des communes, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir cet atelier qui se tient à l'association de l'Assemblée annuelle des cités et des gouvernements locaux, vous réunissons cette semaine à Rabat. Vous, élus locaux du monde entier, pour échanger sur vos expériences et apprendre les uns des autres. Je souhaite tout d'abord de remercier le Royaume du Maroc et en particulier la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur qui nous a demandé d'organiser cet atelier. Nous avons bien volontiers répondu à cet appel car la Banque mondiale, partenaire de longue date du Maroc dans le développement et la réforme des services publics locaux, est convaincue que l'expérience marocaine en la matière est riche d'enseignements. Je voudrais plus particulièrement remercier les présidents des communes et élus locaux marocains qui ont tous répondu présents à notre appel et à qui nous donnerons aujourd'hui la parole en priorité. En effet, notre objectif à tous est de mieux répondre aux attentes et aux besoins des habitants de nos villes et de nos régions. Et ce sont les élus qui doivent à la fois représenter ces attentes et y répondre, avec bien entendu le soutien de l'État et bien plus modestement des institutions internationales comme celle que je représente. Comme a déjà été cité par le président du panel, le Maroc doit faire face depuis des
10 dernières années à une croissance relativement stable mais soutenue de l'urbanisation, reflétant une pression démographique croissante pour les villes marocaines qui devraient accueillir entre 6 et 10 millions d'habitants à l'horizon de 2030. Cette croissance induit un accroissement considérable des besoins en infrastructure et a conduit l'État à investir massivement, parfois avec notre appui, pour soutenir les collectivités locales dans l'amélioration de la fourniture des services publics essentiels, tels que la fourniture d'eau, d'électricité, l'assainissement liquide et solide, le transport et l'environnement urbain. Ceci a également requis de nombreuses réformes du cadre juridique et réglementaire des services. Au-delà des grands chantiers, vous allez également échanger sur d'autres défis qui se posent à vous. La densification du tissu urbain et l'expansion spatiale des villes, avec la création des villes nouvelles qui contribuent à refaçonner le paysage urbain marocain. Ces dynamiques contribuent également à soutenir une croissance économique qui se passe aujourd'hui essentiellement dans les villes. Au Maroc, comme ailleurs, les villes deviennent ainsi le point d'ancrage de la mondialisation et de ses retombées, et doivent donc assurer et maintenir leur compétitivité. Que votre commune fasse partie de la grande métropole côtière, ou qu'elle soit au cœur d'une région repliée, ceci requiert de vous, mesdames et messieurs, les élus, de développer pour votre ville et pour votre agglomération une véritable vision stratégique, à la fois ambitieuse et réaliste, et de vous donner les moyens de la mettre en œuvre. Là encore, les bailleurs sont là pour vous appuyer. En effet, les prérogatives liées à la gestion du développement urbain se déplacent progressivement de l'État vers les collectivités locales. Les évolutions de la charte communale créée en 78 et amendée à plusieurs reprises jusqu'à 2008 incarne ce passage de témoins reflétant et posant les conditions pour une gestion de la ville par les représentants de ses citoyens. Ces représentants sont donc redevables de la fourniture des services publics locaux de qualité. Enfin, je vous souhaite des échanges fructueux pour faire avancer le dialogue sur la modernisation des services publics locaux et mieux répondre aux attentes et besoins des citoyens. La Banque mondiale se veut attentive à votre expérience et à vos réflexions. Ils nourriront notre partenariat avec le Royaume du Maroc. La stratégie de la Banque mondiale est en effet de travailler au plus près avec les autorités locales pour fonder un développement urbain inclusif et pour renforcer la ville comme acteur de son développement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gray. Merci. Bien justement, à partir du discours de M. Gray, on le voit très bien qu'il y a un changement de paradigme progressif. De plus en plus, le développement qui venait de l'État central, ce qui est une caractéristique très forte de la zone, au Maroc, on fait de plus en plus exception, où le développement devient de plus en plus local. Et effectivement, l'acteur du développement, qui était l'État central, est en train de passer le relais progressivement à l'acteur local. Et on le voit très bien au niveau des programmes sectoriels de mise à niveau.
Plusieurs programmes sectoriels de mise à niveau ont été lancés ces 10 dernières années par l'État. Il y a le programme sectoriel qui est le programme national de gestion des déchets ménagers, le programme national d'assainissement, de mise à niveau urbaine, le programme de ville sans bidonville. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'État donne un cadre global, un cadre réglementaire, législatif, avec des objectifs chiffrés, précis, il y a aussi une déclinaison sur les territoires. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, avec le soutien en termes de savoir-faire, le soutien financier de l'État, le soutien aussi des bailleurs de fonds aujourd'hui, le maître d'ouvrage, eh bien, c'est la collectivité locale. Et j'aimerais qu'on invite tout de suite monsieur le maire de Tétouan, monsieur Edomari, si vous voulez bien, et monsieur le maire de Casablanca, monsieur Mohamed Sajid, si vous voulez bien, pour qu'ils nous parlent de leur expérience, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont en train de faire au niveau des territoires qu'ils gèrent. Et tout de suite, je voudrais donner la parole à monsieur Mohamed Sajid, qui est engagé dans énormément de projets d'infrastructure. Dans le dernier, et pas des moindres, c'est le 12-12-12, c'est le tramway. Est-ce que, monsieur Sajid, est-ce que vous voulez aller au pupitre ou vous voulez parler comme ça à la bonne franquette, on va dire? Allez-y. Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de participer à cet atelier organisé par la Banque mondiale sur les problèmes des infrastructures dans les villes et la déclinaison des programmes nationaux au niveau territorial. On a évoqué plusieurs secteurs qui sont aujourd'hui les secteurs sur lesquels travaille l'ensemble des villes et des régions du royaume. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'habitat, qui est une problématique commune à l'ensemble des villes aujourd'hui. La tendance est à l'urbanisation de plus en plus forte. Et les défis que nous rencontrons dans ce domaine sont immenses. Il y a bien sûr au niveau de l'État une priorisation qui est donnée à ce secteur de l'habitat, de la lutte contre l'habitat insalubre, de la lutte contre les bidonvilles, villes sans bidonvilles, etc., etc. Et tout ça doit être décliné territorialement, localement, avec des formules qui ne sont pas nécessairement celles qui sont adoptées par d'autres régions ou d'autres villes. Je voudrais juste évoquer rapidement la problématique que nous avons rencontrée à Casablanca concernant la lutte contre les bidonvilles. Parce que quand on parle de lutte contre les bidonvilles, quand on dit ville sans bidonville, il s'agit de savoir de quelle ville on parle et de quel nombre de bidonvilles on parle. Parce que si on parle de Khoribga, ville sans bidonville, il y a peut-être 1000 foyers de bidonvilles à résorber. C'est une chose. Mais quand on parle d'une ville comme Casablanca, où la concentration de bidonvilles dans les années 2000 était d'environ 100 000 foyers de bidonvilles qu'il faut traiter, qu'il faut reloger, recaser, améliorer les conditions de vie, c'est une autre problématique. Donc, au-delà des programmes qui sont des programmes portés nationalement par les entreprises nationales, par le ministère de l'Habitat, nous avons essayé à Casablanca d'adopter une formule qui soit adaptée d'abord à la dimension du problème que nous avons, adaptée également à la physionomie des familles habitant dans ces bidonvilles, parce que dans les années 60, nous avons toujours fait
de l'habitat une de nos priorités au niveau de l'État. Mais nous les avons abordées avec des formules différentes, avec des entreprises qui sont des émanations de l'État. Vous vous souvenez, les ERAC et toutes les autres institutions qui ont sévi au Maroc pendant de nombreuses années, sans beaucoup de résultats concrets. Nous avons, au niveau de Casablanca, réfléchi sur la problématique et essayé de trouver une solution adaptée à la vraie problématique que nous avons. Et nous avons opté pour des formules assez innovantes, assez particulières, qui consistent non pas à construire des programmes énormes de logement, que ce soit à travers les grandes entreprises nationales qui existaient dans le temps, ou même à travers les promoteurs privés. Ces grands ensembles HLM qui sont censés abriter ces familles de bidonvilles, de grandes barres d'immeubles, avec les dérives qu'a connu ce système dans la plupart des grandes métropoles, avec une offre de logement qui n'est pas nécessairement adaptée à la physionomie et à la typologie de la famille marocaine, qui est une famille assez nombreuse. Donc on leur offrait des 50 mètres carrés, des 40 mètres carrés, en espérant résoudre le problème de leur logement et de leur habitat insalubre. Ces programmes avaient montré leurs limites. Et à Casablanca, on a opté pour une solution de recasement, c'est-à-dire que nous offrons des terrains, des lots de terrain viabilisés à ces habitants de bidonville, à ces foyers de bidonville. Alors, ces terrains viabilisés, préparés avec toutes les infrastructures, les adductions d'eau, les problèmes d'assainissement, le branchement électrique, tous complètement viabilisés, ont une superficie de 84 mètres carrés. Et non pas 60 mètres carrés comme on faisait dans le temps, du temps de l'ERAC et du temps des filiales du ministère de l'Habitat. Pourquoi 84 mètres carrés? Parce que 84 mètres carrés, une fois construit, laisse une surface utile qui répond plus à la typologie de la famille marocaine et est plus attractif par rapport à ces bidonvillois qu'on déracine de leur lieu de vie complètement. Donc il faut au moins leur offrir des conditions décentes de vie dans un appartement, dans un espace de vie qui puisse les contenir et qui puisse leur éviter les problèmes qui sont les problèmes de voisinage, des problèmes de copropriété auxquels ils ne sont pas préparés. Reloger des gens qui ont vécu dans des bidonvilles, dans des barres d'immeubles où il y a une entrée pour 200 familles, avec les problèmes que ça pose en termes de voisinage, en termes de proximité, en termes de copropriété, tout ça, ils n'y étaient pas préparés. Donc nous avons opté pour des lots de 84 mètres carrés avec la possibilité de construire 3 niveaux. Et on offre aux bidonvillois, on offre ce lot de terrain à 2 familles de bidonvillois, ce qui fait qu'ils peuvent bénéficier en fait de 2 niveaux pour chacune des familles. Alors, ces lots sont offerts à ces bidonvillois à des prix très symboliques. Chaque foyer de bidonville paye 20 000 dirhams pour obtenir sa moitié de l'eau, ce qui est à la portée de ces familles aux revenus souvent modestes et pas très larges. Et le problème aussi, c'est que ces bidonvillois, une fois attributaires de ces lots, s'associent avec des
entrepreneurs privés pour qu'ils prennent en charge la construction du lot. Donc les 4 lots sont généralement construits par le promoteur associé qui, en contrepartie, bénéficie de 2 niveaux. Donc, à la fin, le résultat, c'est que chacune des familles obtient et devient propriétaire d'un niveau avec à peu près 75 mètres carrés utiles, et le constructeur associé, l'entrepreneur associé, se fait dédommager par 2 niveaux, généralement le niveau qui est au rez-de-chaussée et un autre niveau. Et la formule présente des avantages considérables également sur le plan du financement, parce que ces gens-là, au-delà des 20 000 dirhams qu'on leur demande, n'ont pas la possibilité ni d'avoir davantage d'argent pour construire leur logement, et ce qui est pire, ils n'ont pas l'accès au crédit. Donc aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits par l'État, avec ce qu'on a appelé le fogarim, etc., l'accès au crédit est quelque chose d'extrêmement difficile pour des familles qui ont souvent des revenus très modestes. Donc, par cette formule, on a contourné cette difficulté d'accès au crédit et le financement se fait automatiquement par l'entrepreneur associé. Et ça donne des résultats absolument spectaculaires. Les programmes de relogement tels qu'ils se faisaient avant par le biais des sociétés d'État ou des sociétés privées mettaient un temps inimaginable pour être réalisés, pour reloger 20 000 foyers de bidonvilles à travers la formule de construction des immeubles de relogement, prenait des dizaines d'années. Et plus le temps passait, plus la problématique changeait également, parce que les familles se développant, les enfants qui se marient, et la complexité du relogement devient encore beaucoup plus grande. Donc cette formule de l'eau nous a permis également d'être plus efficace en termes de réalisation et en termes de délai de réalisation. Aujourd'hui, un bidonville qui bénéficie d'une opération de recasement, dès que vous attribuez le lot aujourd'hui, 6 mois après, il est logé. C'est quelque chose de fantastique, de phénoménal. Et je vous invite à visiter quelques opérations qui sont en cours aujourd'hui pour vous rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'habitat social, en termes de recasement des bidonvilles au niveau de Casablanca. Je vous parlais d'un chiffre assez important au début des années 2000. Nous avions à peu près à Casablanca 100 000 foyers de bidonvilles. 100 000 foyers de bidonvilles, c'est pratiquement 25% de la population de Casablanca qui vit dans ce genre d'habitat insalubre. Valeur aujourd'hui, donc en l'espace d'une décennie, nous avons pratiquement résorbé 70% de ces foyers de bidonvilles qui existaient au niveau de Casablanca. Et les 30 000 qui restent, les 30% qui restent, sont inclus aujourd'hui dans un programme qui est en cours de réalisation avec des opérations qui sont dispersées à travers tout le territoire de Casablanca. Je vais vous raconter une petite anecdote. Nous avons un bidonville historique à Casablanca qui est le bidonville de Bechkou. Bechkou, c'est le bidonville central, emblématique de Casablanca. Et je vous assure, ça fait 40 ans qu'on met en place des programmes pour recaser les gens de ce bidonville de Bechkou. Pendant 30 ans, nous avons fait le premier programme, le deuxième programme, on a investi, on a construit des immeubles par-ci, des immeubles par-là. On a offert même des appartements à des prix très abordables, très
très à la portée de ces gens. Alors ce bidonville, historiquement, avait à l'origine, dans les années 60, 2000 foyers. Au début des années 2020, avec tous ces programmes que nous avons réalisés, offerts, etc., ces milliards de dirhams qui ont été investis, quand on a fait le point, on s'est retrouvé avec le même nombre de bidonvilles. C'est-à-dire que les délais de réalisation de ces programmes ne pouvaient pas rattraper le rythme de croissance et de développement des populations à l'intérieur de ce bidonville. Et ce bidonville a été complètement recasé, éradiqué en 2010, je crois, en 2010. Et cette formule est tellement attractive que nous avons aussi surmonté une autre difficulté. Parce que pour déloger des gens qui habitent dans un bidonville, qui sont souvent là de génération en génération, et pour les éloigner, on ne peut pas trop les éloigner de leur lieu de vie. Donc les programmes qui se faisaient avant devaient nécessairement être faits à proximité immédiate du bidonville en question. Aujourd'hui, Bechkou a été délocalisé à 10 km de Casablanca. Et les gens ont accepté parce qu'on leur a offert une formule qui convient mieux à leur mode de vie, à la dimension de leur famille, etc. Alors la problématique des bidonvilles aujourd'hui est une problématique nationale, mais qui est bien entendu traitée d'une façon particulière à Casa, avec cette formule que nous avons adoptée et pour laquelle nous avons milité, et qui répond aujourd'hui et qui nous permet de résoudre cette grande problématique. Je voudrais peut-être aborder d'autres... Peut-être après l'intervention de M. Id Omar, maire de la ville de Tétouan, comme ça on alimente le débat, si vous le voulez bien, monsieur le maire. Bien sûr. Bien, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, monsieur le maire, hein, parce que c'est justement là qu'on voit qu'il y a des programmes, on fait une planification au niveau du territoire, mais sans adaptation au niveau des territoires. Donc on a de la production, on vient avec de très bonnes intentions, on a de la production d'habitat, de la production à un niveau industriel, soit par des établissements publics, soit par du privé, mais parce qu'on n'a pas pris en considération un certain nombre d'éléments locaux. Même avec toute la bonne volonté du monde, on se retrouve peut-être avec de l'habitat qui est complètement inadapté, du fait de la structure sociologique de la famille marocaine, du fait aussi de ce qu'on a oublié, que ces gens-là ont leurs habitudes, ils ont une proximité avec leur lieu de travail, leur lieu de vie, les infrastructures d'une manière générale. Et on a aussi oublié un autre élément, c'est l'appétence très très élevée pour la propriété privée des Marocains. Et enfin, on a oublié aussi l'attractivité de certains territoires. Alors, sans médire de Khribga, effectivement, qu'on le veuille ou non, Casablanca attire beaucoup plus, que ce soit pour des éléments un petit peu plus subtil d'ordre politique, c'est l'attractivité pour un territoire de beaucoup de citoyens pour des raisons politiques, sans rentrer dans le détail, on connaît, et c'est tout simplement aussi l'attractivité vers un territoire parce que c'est la possibilité d'entrer dans une première phase d'urbanisation, de devenir citadin. Quand on fait ce travail au niveau local, effectivement, c'est beaucoup plus adapté. Revenons à notre sujet. Notre sujet, c'est les programmes de développement sectoriel et leur déclinaison sur les territoires. Et je voudrais appeler tout de suite M. Id Omar, maire de Tétouan, pour qu'il nous parle, lui, de ces programmes-là, comment il a fait pour sa ville et ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que vous préférez, pupitre ou... Effectivement, pour le micro, allez-y. Alors. Bon, merci
Merci pour la Banque mondiale, l'organisation de